Je vous remercie de cette invitation. Le titre que vous avez donné quand on a correspondu, c'était sur la postmodernité. Oui. Hein, c'est ça, oui. Retour de l'homme classique, je vous avais dit, moi plutôt la tradition, l'homme traditionnel. De fait, j'ai vu que le titre, c'est maintenant l'ère des tribus. Ils sont comptés. Bon, je ne sais pas si on peut dire l'ère des tribus, en tout cas, c'est un de mes dadas. Je pense qu'il y a en effet une fragmentation de la société et que d'une manière un peu provocante, il y a une trentaine d'années, j'avais rendu attentif en parlant du temps des tribus. Peut-être d'ici la discussion, on y reviendra. En voyant le titre de cette université, les chances de la France, en même temps cette espèce d'injonction qui est la vôtre de ne pas désespérer, je dirais qu'il y a des chances et on ne pourra peut-être avoir de l'espoir que si on sait en quelque sorte, je dirais, s'ajuster à l'esprit du temps. Hein, et que de ce point de vue, en tout cas moi chaque fois que j'ai l'occasion de dire quelques mots, je rends attentif à cela, hein, savoir à certains moments écouter l'herbe qui pousse. Et comme toujours, l'herbe qui pousse, cela se fait très doucement. De la même manière, alors donc, je demande votre indulgence puisque j'ai eu un de mes maîtres qui était Julien Freund, sociologue du politique, qui faisait une distinction fondamentale qui reste la mienne entre le savant et le politique. Donc je ne fais pas état de mes convictions politiques, peut-être même n'en ai-je pas. Mais j'entends à essayer de décrire en quelque sorte ce qui est. Je vous rends attentif à cela. Ce qui est et pas ce que l'on aimerait qu'il soit, ou ce qui devrait être. Dans la perspective weberienne qui est la mienne, en effet, la logique du devoir-être est une logique légitime, celle du politique, mais pour que cette logique soit en œuvre, il faut d'abord repérer en tout cas ce qui existe, ne fût-ce que pour le changer. Donc, autour de cela, modernité, postmodernité, tradition, tribu ou communauté, peu importe les termes, moi là-dessus, je n'ai pas de fétichisme particulier. Mais avant, si vous me permettez, chaque fois qu'on prend le risque de m'inviter, je donne un peu quelques banalités de base. Hein, vous vous souvenez, si vous avez quelques humanités, qu'a-t-on commencé tous ces discours Delenda Carthago Est. Hein, il faut que Carthage soit détruite. Moi, un peu, c'est mon Delenda Carthago Est de rappeler quelque chose qu'il faut dire et redire. Ces choses qui crèvent les yeux, mais que l'on ne veut pas toujours voir. Joseph de Maistre, j'y ferai 2 ou 3 fois référence, rappelant qu'il fallait mettre en œuvre cette droite raison et le bon sens réunis. Pour moi, la droite raison et le bon sens réunis, je les dirais en 4 termes. D'une part, un peu ce qui est notre cerveau reptilien. La culture, la vraie culture, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel. Notre cerveau reptilien, depuis 2-3 siècles, c'est cette espèce de linéarisme. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue. Cela s'est conforté au XIXe siècle dans ce qu'on appelait la philosophie de l'histoire hegelienne. Et puis par après, tout ce qui furent les grands discours d'émancipation, les théories d'émancipation, dont le marxisme est certainement la plus importante. Et ce linéarisme a conduit à cette chose auquel on ne prête pas attention, même si le mot est dit à tire-larigot, le progrès, le progressisme. Moi, ce fut ma thèse dans les années 70 sur le mythe du progrès, en montrant dans le fond qu'au-delà de ce mythe du progrès, il y avait beaucoup d'autres choses qui existaient. Donc, encore une fois, voilà ce qui est notre attitude native. Quand je dis cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'on ne le veuille pas, que l'on y soit ou non attentif, il y a ce progressisme qui nous a constitués. Et à l'opposé de cela, je dis bien quand on met en jeu, quand on regarde sur 3-4 000 ans de temps, ce qui est notre champ d'observation, eh bien on se rend compte qu'il y a des époques, il y a des cycles. En grec, le mot époque, ça signifie parenthèse. Et quand on pense en termes épocales, eh bien on se rend compte qu'une parenthèse peut s'ouvrir, une parenthèse peut se fermer. C'est en tout cas mon hypothèse. Est en train de se fermer la parenthèse moderne. Et que du coup, est en train de s'ouvrir une autre parenthèse, une autre époque, que faute de mieux, nous sommes quelques-uns, je suis de cela, appelons la postmodernité.
en rendant attentif donc que quelque chose est en train de s'achever. Mais dans le même temps, et voilà moi ce qui fait que d'une certaine manière je m'oppose toujours au catastrophisme ambiant, encore une fois quelque chose de bon sens. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et qu'on considère que la fin de ce qui est l'époque qui est la nôtre, la modernité, commençant au XVIIe siècle, s'achevant vers la moitié du XXe siècle, aboutirait à une fin totale des choses. Et le catastrophisme en est une expression. Il est, dit-on, la première phrase qui fut écrite dans la tradition culturelle qui est la nôtre, écrite sur la pierre, la première phrase que l'on trouve en grec d'Anaximandre de Milet, je me permets de vous la dire en grec, « Genesis kai phtora, phtora kai genesis ». Genèse et déclin, déclin et genèse. Vous voyez, et c'est ce balancement, en quelque sorte, qu'il faut toujours avoir à l'esprit, et c'est le premier présupposé que je soumets à votre réflexion. En relation avec cela, quand justement une époque s'achève, eh bien les mots que l'on a utilisés pour ce faire ne sont plus forcément des mots pertinents. Pertinents dans le sens scientifique du terme, et du coup deviennent à bien des égards impertinents. Je rappelle qu'un des grands philosophes du siècle dernier, Michel Foucault, rappelait justement cela avec un mot un peu savant. Il disait il faut repérer quelle est l'épistémé d'une époque. En grec, il y a deux termes pour dire la connaissance. Il y a le mot théorie, qui est la connaissance pure, et il y a le mot épistémé que Foucault utilise, qui est une connaissance qui s'organise, qui s'applique. Par exemple, il montre comment, pendant un certain temps, 3-4 siècles, eh bien, il y a une épistémé dominante. Pour ce qui concerne notre tradition, au début de la tradition gréco-latine, l'épistémé dominante, c'était la mythologie. Et c'était en fonction des amours, des désamours, des guerres, etc., qui existaient entre les dieux et déesses, que la société se structurait. Et Foucault montre bien, dans son livre connu, qui s'appelle « Les mots et les choses », eh bien que c'est quand on saisit ce qu'il en est de cette épistémé qu'on va comprendre l'organisation de la cité. Je ne suis pas historien, mais il n'est pas nécessaire d'être un grand clerc en la matière pour comprendre que, par exemple, Athènes avait une interprétation de la mythologie, son épistémé, c'est la vie athénienne. Sparte avait une autre interprétation de la mythologie, c'est la vie spartiate. Vous voyez, c'est-à-dire cette relation qui va exister entre la connaissance qu'une cité a d'elle-même et l'organisation que cette même cité va avoir d'elle-même. Tout passe, tout casse, tout lasse, et Foucault montre bien comment, au bout d'un moment, cette épistémé dominante va laisser la place à autre chose. C'est le Moyen-Âge, où ce ne sera plus, à bien des égards, la mythologie qui va dominer, mais la théologie avec la même organisation. C'est-à-dire qu'en fonction de la théologie, vous allez avoir une organisation de la cité, les diocèses, les abbayes, l'organisation du travail et tout à l'avenant. Et par après, et c'est là que Foucault fait son vrai travail, comment se constitue l'épistémé moderne. Vous voyez, je m'arrête là-dessus, mais c'est pour dire que l'épistémé moderne est en train de cesser, et c'est une autre épistémé, une autre connaissance que la société a d'elle-même, qui est donc en gestation. Donc à ce moment-là, il faut arriver à trouver les mots qui soient en pertinence. Deuxième présupposé. On se souvient de la formule d'Albert Camus, « Mal nommer les choses contribue au malheur du monde ». Ce qu'on sait moins, c'est que Camus formule cela en se rappelant ce qu'était à un moment donné la Chine antique, empire qui se délite, l'empereur consulte le sage, et c'est là où le sage lui dit il faut s'arrêter, il faut s'asseoir et trouver les mots qui soient justement en pertinence, et c'est à partir de ces mots que pourra se reconstruire l'empire. Vous voyez, et de ce point de vue d'ailleurs, puisque j'ai cité Foucault, un autre philosophe qui s'appelle Jean-François Lyotard rappelait que ce qui est la caractéristique de l'époque que nous vivons, c'est, dit-il, la fin des grands récits de référence. Marxisme, freudisme, fonctionnalisme, qui, qu'on le veuille ou non, je dirais des thèses savantes à la discussion du café du commerce, en passant des articles de Marie-Claire ou de Match, imprégnaient en quelque sorte la mentalité, la connaissance que l'on avait, je dis bien savante, ou connaissance des plus vulgaires. Et c'est cette fin de ces grands récits, je dirais, que nous vivons actuellement. Je considère d'ailleurs que
c'est cela qui est essentiellement la crise, qui n'est pas du tout économique, mais qui repose sur le fait qu'à un certain moment, on n'a plus conscience de ce que l'on est, et du coup, on n'a plus confiance en ce que l'on est. D'où la nécessité, encore une fois, de trouver les mots pertinents, je dirais, pour décrire en quelque sorte ce qui est en jeu, et que c'est à partir de là que peut se comprendre l'organisation politique, l'organisation sociale, et même tout simplement comment se constituent nos diverses institutions. Joseph de Maistre, j'ai dit que je le citerai quelques fois, commentant saint Thomas d'Aquin, a une très belle expression pour dire cela. Il parle du talent onomaturgique, comment il y a en quelque sorte une force interne des mots, et que c'est à partir de là qu'on peut justement avoir de la pertinence. Les mots réalisent ce qu'ils expliquent, dit-il en citant saint Thomas d'Aquin, et là je crois que c'est un peu notre travail, en tout cas moi c'est ainsi que j'ai compris le mien, trouver les mots les moins faux possibles. Je dis bien, les mots les moins faux possibles, pas encore des concepts, pas encore quelque chose qui se structure en système, mais par métaphore, analogie, allégorie, essayer en quelque sorte d'être en pertinence avec le temps. Et ce pourquoi? Sinon pour éviter en quelque sorte toutes les incantations qui ont lieu actuellement. Les ethnologues montrent que quand on parle d'incantation, l'incantation veut dire que l'on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Et dans ces moments de déphasage, encore une fois, dans le fait que quelque chose s'achève et que quelque chose d'autre est en train de naître, eh bien, il y a toute une série d'incantations, et il suffit de voir comment les discours officiels, de diverses manières, vont parler des valeurs républicaines, de la démocratie, d'individualisme, de rationalisme, de contrat social et autres laïcités, qui sont, à bien des égards, ces incantations auxquelles personne ne croit, mais qui constituent en quelque sorte le discours officiel. Et donc c'est face ou à l'encontre ou à côté de ces incantations qu'il convient de faire ce que je disais il y a un instant, trouver les mots les moins faux possibles. Troisième présupposé, donc quelque chose s'achève, ajustons terme à ce qui est en train de naître, cela nécessite à bien des égards un effort. L'absence de pensée est une note inquiétante qui convient et qui, à mon avis, détermine ce qu'est la détresse théorique du moment. Et il faut prendre soin des idées. Chateaubriand, qui a vécu une époque, justement, où était en train de s'achever l'Ancien Régime, où quelque chose d'autre était en jeu, parlait à cet égard d'idées-principes. C'est-à-dire comment il faut repérer quelles sont ces idées-principes. Je reviendrai sur ce mot de principe dans un instant, mais qui me paraît important d'avoir à l'esprit pour tout simplement accéder à la vérité des idées. La vérité, je le rappelle, en grec, aletheia, c'est le dévoilement. Un dévoilement donc de ce qui est caché. Et c'est pour cela que je dis, à l'encontre des énormes facilités que l'on voit de temps en temps, eh bien, il est important, encore une fois, de faire cet effort. Vous voyez, au travers de deux mots très simples, se purger en quelque sorte de nos évidences théoriques pour voir ce qui est évident. Les évidences théoriques, encore une fois, c'est ceux qu'on a ingurgités sans bien y faire attention. Ce qui est évident, la sagesse populaire le dit, ce qui crève les yeux. C'est là, et on ne sait pas le voir, en fonction justement de nos évidences. Alors, c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'il y a un décalage très fort que nous vivons actuellement, et qui existe, je vais en donner un ou deux exemples régulièrement, un décalage entre l'intelligentsia, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, les élites, et la faillite des élites en serait là une expression, et puis le peuple qui ne se reconnaît plus, encore une fois, dans ces idées qui ont marqué la modernité. Distinction, et voilà mon quatrième présupposé, grave, encore une fois, entre ce qu'on pourrait appeler la société officielle et la société officieuse. Société officielle, encore une fois, celle de nos institutions, société officieuse, celle de la vie quotidienne, celle de la vie de tous les jours, celle, encore une fois, et n'ayons pas peur du mot, du peuple. Un grand sociologue allemand, Georg Simmel, rendait attentif au travers d'une petite expression très simple. Il disait, il faut repérer quel est le roi clandestin de l'époque. Moi, c'est ça la société officielle. Au-delà de ce qui est en jeu, encore une fois, au travers de nos diverses institutions, il faut voir ce roi clandestin, cette centralité souterraine qui est importante. Si je le dis en termes métaphoriques, ce qu'est la nappe phréatique. On ne la voit pas,
et pourtant c'est ceux qui sustentent la vie, la faune, la flore, etc. Et à ce moment-là, il faut repérer qu'est-ce qui est essentiel, à l'opposé de ce qui est tout à fait secondaire. Claudel avait une très belle expression, il disait le clapotis des causes secondes. Ne pas être obnubilé par ce clapotis des causes secondes, mais au contraire, essayer de repérer ce qui est essentiel, important, encore une fois, si je reprends l'expression que je disais il y a un instant, important dans ces moments de détresse théorique, qui est le propre de toutes les périodes de décadence. Je crois qu'il faut être attentif à cela. Nous sommes en période de décadence, sans avoir peur du mot. Décadare, c'est ce qui tombe. Et que chaque fois qu'il y a de la décadence, on peut être sûr qu'il y a, à côté de cela, une forme de renaissance. Et de ce point de vue, justement, pour repérer ce qui est en gestation, il faut éviter, se purger, en quelque sorte, des facilités journalistiques qui ont oublié, en quelque sorte, le rapport qui existait, par exemple, au XIXe siècle, entre les savants et les publicistes, c'est-à-dire les journalistes. Ce qui rendait public, en quelque sorte, ce qui avait été élaboré véritablement dans l'effort de la pensée. Ce qui est dominant actuellement, c'est bien, et je pèse ici mes mots, une médiocrité de la médiacratie. Médiocrité qui est appréciée uniquement par les ilotes tout à fait décérébrés. Vous vous souvenez la formule de Hegel au XIXe siècle disant la lecture du journal, c'est la prière de l'homme moderne, montrant à cet égard l'importance que prenait justement la presse dans la vie quotidienne. Quelques décennies plus tard, Nietzsche avait une formule que je ne traduirai pas. Parlant de la presse, il disait « vomitus matutinus ». Ou encore un peu plus tard, en 82, cette expression est importante d'avoir à l'esprit, encore un siècle, 1882. Encore un siècle de journalisme et les mots pueront. Je pense que cette prophétie s'est totalement réalisée. Et je pense que c'est parce qu'il y a justement ce désaccord, parce qu'il y a cette médiocrité de la médiacratie, qui consiste à bien des égards des formes de facilité, eh bien qu'il y a cette espèce de méfiance très forte actuellement. Faillite des élites. On verra sur 2 décennies de temps. Faillite par des intellectuels, maintenant ce que l'on appelle les experts, faillite des politiques, et actuellement cette espèce de méfiance très forte vis-à-vis des journalistes. Pourquoi cela ? Parce que tout simplement, on repère, on sent, on ressent le fait qu'il y a une espèce d'entre-soi, d'endogamie, dans le sens simple et fort du terme. L'endogamie, c'est coucher ensemble, symboliquement ou réellement. Et il suffit de voir un peu ce qu'il en est de ces élites pour se rendre compte que cette endogamie n'est pas un vain mot. Et je rappelle que c'est quand il y a, encore une fois, cette espèce de décalage, eh bien qu'il y a, à bien des égards, un recul, un désaccord, un désamour entre le peuple et ses élites. 2 exemples sur quelques siècles de temps, mais on pourrait en trouver bien d'autres exemples historiques. Vous vous souvenez, la fameuse sécession plébis. Le peuple fait sécession. Le peuple se retire sur l'Aventin. Et c'est très compliqué pour le faire revenir à Rome. Parce que justement, il y a ce désaccord que j'ai dit. Quelques siècles plus tard, Machiavel a une très belle expression, et si vous connaissez Florence, on s'en rend compte visuellement, quand dans Le Prince, il montre cette espèce d'écart qui existe entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Ou encore, toujours dans Le Prince, il fait cette distinction entre le popolo grasso et le popolo magro. En quelque sorte, encore une fois, ces élites et le peuple. Vous voyez, on pourrait donner des quantités d'exemples en ce sens, et je crois que nous sommes à un moment où existe cette sécession du peuple, où il y a à bien des égards un écart, un désaccord, et que ce sont ces écarts et ces désaccords qui peuvent permettre de comprendre en quelque sorte les soulèvements, les insurrections et les révoltes dont l'actualité n'est pas avare. C'est ce qui explique, de mon point de vue, la révolution qui est en cours. Alors, révolution, pas dans le sens habituel du mot, mais dans son sens étymologique. En latin, revolvere, c'est quand on voit revenir quelque chose que l'on avait cru dépasser.
justement quelque chose qui fait que dans le progressisme, qui fut d'abord un progressisme bené, qui est de plus en plus en train de devenir un progressisme dévastateur, eh bien on avait oublié certaines choses. Et moi quand je dis il y a révolution, c'est-à-dire qu'il y a revolver, il y a ce retour de quelque chose qu'on avait oublié, et c'est ce que je disais tout au début, très précisément la tradition. Et que dans le fond, de diverses manières, même si ce terme n'est pas toujours employé, même s'il est même à bien des égards refusé par cette élite, je pense que c'est le retour de la tradition qui est en jeu actuellement. Là encore, en son sens étymologique, tradition, dans le fond, c'est ce qui a été donné, on le transmet. Et c'est ce processus de transmission, moi, qui me paraît être en jeu. Auguste Comte, je le citerai une ou deux fois, a cette belle formule, vous la connaissez certainement, je la cite in extenso, « Les vivants seront toujours et de plus en plus gouvernés nécessairement par les morts ». Voilà ce qui est mon hypothèse. Voilà ce qu'est la tradition, voilà ce qui est, à mon sens, le temps des tribus. On est en train de passer de l'ère du jeu à l'ère du nous. Alors, de quelque manière que l'on appelle cela, c'est ce glissement, je dis bien, profond, secret, quelque chose qui est peu pris en compte, encore une fois, par les diverses élites, qui me paraît important. On passe d'une époque égotiste, économiciste, à une autre en gestation. Max Scheler, entre les deux guerres, avait une très belle formule, a des très beaux textes là-dessus. Il montrait comment ce qui était en gestation, c'était, disait-il, un ordo amoris, un ordre de l'amour, qui est, à bien des égards, vous le comprenez, le dépassement de cette conception purement égotiste. Je dis bien égotiste dans le sens stendhalien du terme, quelque chose qui fait que d'une certaine manière, on est enfermé en soi-même. Je vais essayer de le dire. Voilà un peu les quatre présupposés qu'il me paraît intéressant, important d'avoir à l'esprit. Encore une fois, cette évolution des époques, les mots qu'il convient de trouver en fonction de cela, l'effort qu'il est nécessaire de faire et ce désaccord qui existe et qui est de plus en plus important. Et c'est à partir de là que l'on peut comprendre, j'ai cité tout à l'heure Gilbert Durand, un autre de mes maîtres à Grenoble s'appelait Julien Freund, à Grenoble c'était Gilbert Durand, qui a mis en jeu et qui le premier a rendu attentif à ce qu'était l'imaginaire d'une époque. Difficile à dire, puisque dans la tradition française qui est la nôtre, l'imagination ou l'imaginaire, c'est le contraire de la raison, quelque chose qui est secondaire, de peu d'importance. Durand nous a appris au contraire que cet imaginaire, disons-le d'une manière très simple, c'est l'atmosphère, c'est le climat dans lequel on baigne. Que tout comme on est tributaire d'un climat stricto sensu, eh bien on est aussi tributaire d'un climat spirituel, d'un climat intellectuel. L'imaginaire en serait l'expression. Encore un petit terme là pour traduire cela. Je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe espagnol qui s'appelle Ortega y Gasset. Je vous incite à le lire. Il a écrit dans les années 30 un livre qui s'appelle La révolte des masses. Et dans La révolte des masses, justement, il a une expression qui résume ce que je viens de dire sur l'imaginaire. Il parle de l'impératif atmosphérique. L'impératif atmosphérique, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas dépasser, qui nous constitue en quelque sorte en tant que tel, et que c'est à partir de là qu'on peut véritablement, pour reprendre le terme que je disais tout à l'heure, comprendre quel est le principe qui meut une époque. Principe, là encore, deux étymologies. Principium, c'est le fondement. Princeps, le prince, c'est ce qui fait autorité. Et quand on repère ces principes, on a justement la fondation des choses, et en même temps, ce qui est, quand on dit autorité, ce qui fait ressortir, ce qui permet, à bien des égards, de comprendre ce qui est le principe générateur, le principe organisateur, le principe directeur d'une époque donnée. Voilà, c'est donc à partir de là que l'on peut faire, et je le ferai en deux temps, un diagnostic et un pronostic. Diagnostic, ce qui est encore dominant, ce que j'ai appelé tout à l'heure la société officielle, qui continue encore une fois à être en jeu dans nos diverses institutions. Vous voyez, pour bien me faire comprendre, ça n'a plus de vraie prégnance, ça a de la rémanence. Ce n'est plus attractif, ça a de la rémanence. Pour le dire encore d'une manière métaphorique,
les astrophysiciens nous montrent que pendant longtemps, on voit la lumière d'une étoile morte. Moi, je pense que voilà, le foyer s'en est éteint et ça continue un peu à se manifester. C'est un peu ce qui est en jeu concernant l'imaginaire moderne, les grandes valeurs modernes, qui continuent à être celles de la société officielle, mais qui ne sont plus en jeu dans la société officieuse, en particulier pour les jeunes générations. Donc, diagnostic, quelles seraient les grandes caractéristiques de ce qui est encore officiel, ce qui n'a plus de vraie attraction, ce qui n'a plus cette force attractive. Il est une expression d'Auguste Comte qui résumerait peut-être cela, définissant ce qu'est la société au XIXe, définissant, puisque c'est lui l'inventeur de la sociologie, ce qui serait le mot caractéristique de cette discipline. Il dit en latin « reductio ad unum », réduire toute chose à l'un. Et je pense que c'est cette reductio ad unum qui, de mon point de vue, caractérise bien, encore une fois, les grandes valeurs, qui furent les valeurs de la modernité. Alors, cela s'exprime, et je vais un peu insister là-dessus, sur ce qui fut le principe, dans le sens que j'ai donné tout à l'heure, fondement et principe et prince, c'est-à-dire ce qui gère un moment, c'est l'individualisme. Individualisme qu'il faut comprendre comme étant en quelque sorte, je fais exprès d'employer cette expression en ce sens, individualisme épistémologique. C'est-à-dire comment, à partir de l'émergence de l'individu, cela c'est, dans le sens simple du terme, capillarisé dans l'ensemble de la société. Que l'on en soit ou pas conscient, que l'on en prenne ou pas conscience. Trois moments de l'émergence de cet individualisme. Alors bien sûr, l'émergence philosophique, Descartes. Vous connaissez tous cette expression, nous l'avons appris à l'école, cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Et je rappelle pour mémoire, on a là la vraie révolution de la modernité. C'est à partir de là que se constituent les temps modernes. Celui qui pensait par lui-même, au Moyen-Âge par exemple, était stricto sensu un hérétique. Il se coupait de la communauté. Hérétique, c'est se couper de quelque chose, se couper du corps social dans lequel on est. Et en disant « je pense donc je suis », eh bien on a là cet acte de naissance philosophique de cette épistémologie, cet individualisme épistémologique. La formule en son entier, d'ailleurs, permettez-moi de vous la dire, on se souvient de la première partie, on sait moins l'autre, « cogito ergo sum in arcem meum ». Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Et on a cette forteresse de l'esprit, en quelque sorte, qu'il faut bien comprendre pour saisir comment va se constituer par après la société, c'est-à-dire, dans le fond, d'une manière très simple, comment ces forteresses vont se situer les unes par rapport aux autres, mais ces forteresses étant en quelque sorte enfermées en elles-mêmes. Voilà un peu, je dirais, cet acte de naissance véritablement de la modernité, on l'a dans ce moment qui est le moment cartésien. Individualisme religieux, à peu près à la même époque, ce qui va être la réforme protestante, Luther en la matière, bien évidemment, qui a été à l'origine, bien évidemment, de la fin de l'Europe chrétienne et le bris de la tunique indivisible qui était celle du Christ. Et l'individualisme religieux peut se comprendre très simplement. Le texte sacré, la Bible, est traduit en langue profane, Luther en la matière. Gutenberg, diffusion de cela. C'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire, en quelque sorte, d'avoir un corps spécifique qui interprète le texte, mais chacun peut avoir son accès direct à la déité. Et on a à partir de ce moment-là ce qui va devenir, j'y reviendrai dans un instant, le monde capitaliste, très précisément à partir, encore une fois, de cet individualisme religieux. Troisième moment, individualisme politique, c'est la philosophie des Lumières tout au long du XVIIIe siècle. On voit bien parmi tous les auteurs des Lumières, j'en repère un, Jean-Jacques Rousseau, deux livres paradigmatiques qui définissent bien ce que va être la modernité, l'Émile
qui est un livre d'éducation. Il faut tirer le petit enfant qui est un barbare vers la civilité. Il faut le tirer de l'animalité vers l'humanité. Éducation, educare, tirer. Et à la fin de l'Émile, amusez-vous à regarder le texte d'un roman, Rousseau rappelle que si ce processus d'éducation est réussi, si on a réussi à tirer ce petit animal et ce petit barbare, eh bien, cela va faire un individu autonome. C'est l'autonomie qui est important. Vous voyez, encore une fois, il faut revenir à l'étymologie des mots. En grec, le mot autonomie, autonomos, je suis ma propre loi. Et que c'est à partir de cette émergence d'être sa propre loi, deuxième livre de Rousseau, eh bien, que s'établit le fameux contrat social. Quand je suis capable de faire ma propre histoire, je peux contracter avec d'autres individus libres pour faire l'histoire de la société. Et l'idée générale de cette émergence, donc, individualisme philosophique, individualisme religieux, individualisme politique, eh bien, c'est cette grande idée, en quelque sorte, d'autonomie, dans le sens que je viens ici de rappeler. En quelque sorte, encore une fois, le fait qu'on est enfermé en soi-même, on est autonome par rapport aux autres, et en relation de ce terme, qui est un terme nouveau, le fameux contrat social. Pour le dire simplement, l'idée du contrat, c'est le fait que, dans le fond, il y a un être ensemble qui est rationnel. Vous voyez, juste petite parenthèse pour bien me faire comprendre là-dessus, quand au début du XXe siècle, on a voulu traduire en japonais ce terme de contrat social, il n'y avait pas de mot pour traduire cet être ensemble rationnel. Il fallait trouver des périphrases multiples et diverses, parce que l'être ensemble n'est pas forcément rationnel, j'y reviendrai. Mais c'est à partir de cet individualisme-là, eh bien, que va naître les grandes valeurs modernes. Je suis encore toujours dans mon diagnostic, en particulier, par exemple, ce qui, de mon point de vue, n'aura plus une grande créance et un grand succès, la valeur travail, qui est en quelque sorte, je le rappelle, le travail était fondamentalement une nécessité. Un homme noble dérogeait s'il se mettait à travailler. Et on voit bien comment tout au long du XIXe siècle, cette nécessité va devenir une valeur. Deux noms traduisent cela. Emmanuel Kant, quand il montre comment justement le travail va être cet impératif catégorique, pour reprendre son expression, qui permet la réalisation de soi, être quelqu'un, permet la réalisation du monde, l'économie. Et c'est vers la moitié du XIXe siècle que ce qui était une nécessité va devenir une valeur. Soyez attentifs à cette expression actuellement de plus en plus employée, valeur travail. On la trouve dans le Capital de Karl Marx, ce qui est fort amusant. Mais là encore, c'est cette réalisation de soi qui va devenir une valeur travail, de cet individualisme, de cet individu que j'ai dit il y a un instant. Par quel moyen? Eh bien, c'est ce fameux rationalisme. J'ai dit contrat social, c'est une rationalisation de la vie en société. Ce rationalisme, on le trouve dans l'œuvre de Max Weber, il faut l'avoir à l'esprit. Il y a un livre que je vous conseille de lire, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Livre aisé d'ailleurs, et qui montre bien cette relation qui va exister entre l'émergence de la réforme protestante et ce qui va être le capitalisme. Au travers d'ailleurs d'une chose très simple qu'il faut avoir à l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qui est le fondement même de la réforme protestante, c'est la théorie de la prédestination. On est prédestiné au ciel ou à l'enfer. Voilà la grande idée de Luther, la grande idée calviniste et de toutes les réformes protestantes, c'est cette idée de prédestination. Le corrélat de cela, et Weber le montre bien, le fait que je sois un élu ou un réprouvé, que j'aille au ciel ou à l'enfer, cela va se manifester au travers d'une chose très simple, la réussite dans ce monde-ci. Deuxièmement, valorisation de l'argent qui jusqu'alors était réservé à une classe maudite, les Juifs. Et donc ce rationalisme est important parce que c'est ce qui va aboutir, je dis bien, à la valorisation du travail et à la valorisation de l'argent, fondement même du capitalisme.
Weber montre bien à cet égard, d'ailleurs, la phrase qu'il utilise est intéressante. Quand je dis ici rationalisation, il dit « rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. » Donc il n'y a plus une autre manière d'être individuellement ou d'être collectivement si on n'a pas cet esprit, encore une fois, de rationalisation qui va du coup évacuer les autres paramètres de l'espèce humaine. Le jeu, la dépense somptuaire, et autres éléments qui caractérisaient et qui ont caractérisé d'autres époques, qui là vont être tout à fait évacués. Travail, rationalisation de cet individu, l'aboutissement, et voilà ce qu'est le climat moderne par excellence, l'atmosphère, l'impératif atmosphérique que j'ai dit il y a un instant, l'utilitarisme ne vaut que ce qui sert à quelque chose. Heidegger, poussant jusqu'au bout cette idée d'utilitarisme, a parlé, et l'expression, en fait, c'est ainsi que l'on a traduit en français son concept, l'ustensilarité du monde et des autres et des choses. L'ustensilarité, qu'est-ce que ça veut dire? Considérer les autres, considérer la nature, peut-être même se considérer soi-même comme étant des ustensiles. Ustensile, ça veut dire ce que je peux manipuler, ce que je peux manœuvrer, dans le sens, encore une fois, étymologique du terme, ce que j'ai à la main. Et c'est à partir de là, à partir de cet utilitarisme, cette ustensilarité, que l'on peut comprendre ce qui fut, à partir du XVIIe siècle, la nature a dominé, ou la domination de la nature. On se souvient, on ne prête pas attention à cela. Au milieu du discours de la méthode de Descartes, il y a cette petite phrase intéressante, l'homme comme maître et possesseur de la nature. Comme maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire, dans le fond, celui qui va remplacer Dieu comme créateur de quelque chose. Et que c'est à partir donc de cela, dans le fond, qu'il va y avoir ce que j'ai appelé tout à l'heure, ce progressisme bené en son début, ce progressisme dévastateur de plus en plus, et les saccages écologiques en sont l'expression. Voilà un peu, si vous voulez, les quatre mots-clés qu'il faut avoir à l'esprit pour bien comprendre d'une manière, ce qui va par après, j'ai employé le mot, je le redis, une capillarisation dans l'ensemble de la vie sociale. Individualisme, rationalisme, utilitarisme. Que c'est à partir de cela, si vous voulez, au travers d'autres expressions, peu importe les termes à cet égard, eh bien, qu'on peut comprendre comment s'élaborent les institutions du au XIXe siècle, qui, soyons clairs, est le grand siècle moderne. Le XXe siècle, si je le dis d'une manière un peu triviale, n'a fait en quelque sorte que bouffer le capital. Il n'a rien créé de nouveau par rapport à ces grandes valeurs que je viens d'indiquer ici. La topique, on dit qu'on caractérise une époque à partir d'un topos, d'un lieu. La topique de ces grandes valeurs modernes, c'est la verticalité, le pouvoir. Le pouvoir de celui qui sait, le pouvoir de celui qui fait, ce que j'appelais tout à l'heure l'intelligence. Voilà, chers amis, ce qui est encore une fois en jeu. Voilà ce qui me paraît être saturé. J'ai bien dit, ça continue d'exister, mais ça n'a plus, encore une fois, de force attractive. Un aimant, à un moment donné, une force attractive, après, il n'a que de la rémanence. La rémanence, c'est ce qui reste, même si la force a cessé. D'où ce qui serait mon pronostic. Alors, je dis bien pronostic. Quelque chose, encore une fois, qui est à l'état naissant. J'employais cette expression tout à l'heure, savoir écouter l'herbe qui pousse, repérer ce qui, à bien des égards, se crée, ce qui, de mon point de vue d'ailleurs, caractérise en particulier les pratiques juvéniles et qui, de fait, vont être les grandes valeurs en gestation dans ce qui est en jeu, ce que, encore une fois, faute de mieux, je dis bien faute de mieux, on appelle la postmodernité. Dans le sens simple du terme, ce qui arrive après, tout simplement, mais on n'arrive pas, bien évidemment, à nommer avec précision. Alors, je referai en quelque sorte le pendant de ce que je viens d'indiquer, d'une manière un peu caricaturale, mais comme cela, plus simple, en quelque sorte. Pour moi, ce n'est plus l'individu qui va prédominer. Ce n'est plus cet individualisme, encore une fois, et c'est intéressant de voir comment, amusez-vous à entendre cela, comment de diverses manières, tous les discours journalistiques, politiques, quel qu'il soit, discours officiel,
ont cette petite expression de rien du tout, compte tenu de l'individualisme contemporain. Il suffit de sortir dans la rue pour voir en quelque sorte quelque chose d'autre qui est en jeu. Alors ma proposition est la suivante. Au-delà de l'individu, le terme dit bien ce qu'il veut dire. Individu, c'est ce qui est indivisible. Celui qui a une identité professionnelle, idéologique, sexuelle, de diverses manières. Au-delà de cet individu, moi je dirais qu'on voit revenir une autre manière d'être qui est celle de la personne. Pour bien me faire comprendre, l'individualité, c'est cela une réalité physico-chimique. Je suis moi, vous êtes un autre. À certains moments, cette individualité, en fonction de l'esprit du temps, va prendre la forme de l'individu, indivisible. À d'autres moments, cette individualité physico-chimique va prendre la forme de la personne. L'individu est un, la personne est plurielle. Il faut écouter de ce point de vue les poètes, et je rappelle cette phrase proposée par Rimbaud, « je est un autre ». Eh bien, je dirais qu'il y a une espèce de rimbalisation du monde. C'est-à-dire que ce « je est un autre » n'est plus simplement une formule poétique, mais est en train de devenir une des réalités. On est ceci et cela. Et c'est à partir de ce glissement de l'individu à la personne, de l'un au pluriel, eh bien que de mon point de vue, et c'est ce que j'avais proposé il y a une trentaine d'années, que l'on peut voir l'émergence de ce temps des tribus, le tribalisme. C'est-à-dire quelque chose qui va dans le fond reposer sur le sentiment d'appartenance, le fait que je vibre avec l'autre, l'idée de vibration. En termes un peu plus soutenus, on parle de syntonie. Vous voyez, tout à l'heure, je rappelais que la formule cartésienne, c'était être enfermé dans la forteresse de son esprit. Il est un terme juvénile qui est fort intéressant, je m'éclate. Dans cet éclatement, il y a tout simplement le fait que ce n'est plus à partir de moi que je me reconnais, mais que je n'existe que par et sous le regard de l'autre. Le dire très simplement, c'est le partage, c'est l'échange, c'est la réciprocité, c'est le bénévolat, c'est le caritatif, c'est l'empathie, dans le sens simple du terme. On pourrait trouver des quantités d'expressions en ce sens-là. Empathie, c'est le pathos partagé. L'empathie, c'est communier avec. On pourrait trouver des quantités de termes et d'expressions de cet ordre qui, dans le fond, traduisent bien ce sentiment d'appartenance. Et c'est là où, personnellement, j'ai proposé dans mes derniers livres de parler de l'idéal communautaire. J'emploie cette expression justement en référence à ce qu'a dit une grande dame de la pensée du siècle dernier, Hannah Arendt, lorsqu'elle a montré comment tout au long du XIXe siècle s'était élaboré l'idéal démocratique. Ce ne fut pas aisé, mais montre-t-elle, effectivement, cet idéal démocratique s'est mis en jeu. Moi, je dirais que nous assistons contemporainement à la fin ou à la saturation de cet idéal démocratique, et par contre émerge l'idéal communautaire. Important d'avoir cela à l'esprit, parce que dans la franchouillardise habituelle, celle que j'ai dit il y a un instant de la médiocrité et de la médiocratie, on entend parler du communautarisme, comme et gauche et droite confondus. Là, moi je dirais, au lieu de ce communautarisme, qui est une forme stigmatisante de décrire le sentiment d'appartenance, est-ce que, en tout cas moi c'est ma proposition, est-ce que ne serait pas en jeu l'émergence lente, difficile, bien évidemment, de cet idéal communautaire? Voilà, en quelque sorte, le premier mot. Non plus l'individu, mais la personne. Non plus des institutions fermées et purement rationnelles, mais au contraire, alors, c'est une métaphore. Le tribalisme, les tribus. Pourquoi une métaphore? Les ethnologues nous montrent que la tribu stricto sensu, c'est dans le fond serrer les coudes, lutter contre l'adversité des jungles stricto sensu. Bien, je dirais que dans les jungles de pierre que sont les mégapoles postmodernes, la tribu joue exactement le même rôle. Serrer les coudes. Partager, si vous voulez, quelque chose qui est ce sentiment d'appartenance. Tribu sexuelle, musicale, religieuse, cultuelle, politique et tout à l'avenant, et c'est cela qui est en jeu, à mon sens, contemporainement. Cela renvoie, et c'est le deuxième mot-clé de ce pronostic, à quelque chose qui serait non plus, en quelque sorte, la verticalité de l'État-providence, mais le ressurgissement du localisme.
la formule que je propose, c'est « le lieu fait lien ». Et que c'est à partir d'un enracinement spécifique, l'espace et la société, où on quitte en quelque sorte le logocentrisme qui a été la grande valeur moderne, hein, logocentrisme, je pense, donc je suis. Et qu'à l'opposé de ce logocentrisme, il y aurait quelque chose qui serait pour moi une des caractéristiques de la postmodernité, le lococentrisme, le lieu. Hein, quand je dis le lieu fait lien, c'est cela, c'est la région, c'est encore une fois, nous n'avons pas de terme en français pour traduire cela. L'école de Palo Alto proposait, et je trouve que ce terme est fort judicieux, l'idée de proxémie. La proxémie, en quelque sorte, c'est cette union étroite qui va exister entre l'environnement naturel et l'environnement social. Comment il y a un va-et-vient, pour le dire en termes autrement plus soutenus, une dialogie entre ces deux caractéristiques que je viens ici de dire, la nature et le social. Et je pense que c'est cela qui est en quelque sorte le fondement même de la tradition. La tradition, Auguste Comte disait, comme étant le labeur des siècles. Comment quelque chose est lentement accumulé, si vous voulez. Et très précisément, à partir des racines. Moi, j'avais proposé, et c'était dans les années 70 de ma thèse d'État, ce que j'avais intitulé l'enracinement dynamique, c'est-à-dire oxymore, pour essayer de rendre attentif au fait que la plante humaine, comme toute plante, a besoin de racines pour croître. Dès lors, ce n'est plus, si vous voulez, l'un, je disais tout à l'heure, souvenez-vous, reductio ad unum, mais pour reprendre une petite subtilité philosophique, mais non moins intéressante de la philosophie du Moyen-Âge, que l'on retrouve tout à la fois chez Abélard, 12e, chez saint Thomas d'Aquin, 13e, le glissement qu'il montre entre l'unité et l'unicité. Et ils le font bien sûr à partir de la réflexion qui est la leur sur le mystère de la Trinité. L'unité, c'est ce qui est fermé. L'unicité, c'est une cohésion en pointillé. Et voilà comment, de mon point de vue, s'élabore cet idéal communautaire, non plus celle de l'un de la République une et indivisible, mais celle de la res publica, la chose publique qui serait plutôt de l'ordre qui serait de l'unicité, alors que la République, elle, est de l'ordre de l'unité. Et la formule de la République une et indivisible, voilà ce qui a bien marqué la modernité. Et je pense que c'est à partir de là qu'on peut penser l'harmonie comme étant, à bien des égards, une harmonie, oui, bien sûr, une harmonie conflictuelle. L'harmonie conflictuelle, vous voyez, pour faire image, dans le fond, quand on regarde la voûte de la cathédrale gothique, c'est la tension des pierres les unes sur les autres qui assure sur la longue durée l'harmonie de la voûte. Eh bien, d'une certaine manière, c'est quelque chose de cet ordre qui, moi, me paraît en jeu actuellement, c'est-à-dire la tension, quand je dis harmonie conflictuelle, c'est-à-dire comment, alors peu importe les termes, hein, vous avez compris, comment ces tribus, comment ces communautés, etc., vont s'ajuster les unes par rapport aux autres. Pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement. Le corrélat de cela, eh bien, ce n'est plus simplement le rationalisme, que je disais il y a un instant, mais le pendant ou l'alternative à ce rationalisme qui a été la grande idée de la réforme protestante, c'est plutôt, je ne sais pas comment il faudrait traduire cela, rendre attentif au corps, un corporéisme, c'est-à-dire, dans le fond, non plus le contrat social, mais le corps social. Il serait intéressant de voir comment cette métaphore du corps social serait quelque chose qui est alternatif, de mon point de vue, au simple contrat social. C'est-à-dire une accentuation de la nature. Non plus la nature que l'on va dominer, mais la nature avec laquelle il faut qu'on rentre en réversibilité. Moi, pour ma part, je n'aime pas le mot écologie, je préfère employer le mot écosophie. L'écos, c'est la maison. Donc non plus un savoir sur la maison, mais une écosophie, c'est-à-dire, stricto sensu, une sagesse de la maison commune. Voilà ce qui serait l'expression de ce localisme, de ce lieu qui fait lien. Le dernier point de ce point de vue, eh bien, ce serait non plus simplement la rationalité des choses, le rationalisme à tout venant, mais au contraire, alors c'est difficile à dire, la mise en commun des diverses émotions, des affects.
soyez attentifs à ce terme qui est de plus en plus employé, qui n'est pas, que vous ne trouverez pas dans le Littré, qui est le mot émotionnel. L'émotionnel ne renvoie pas à une caractéristique individuelle. L'émotionnel, c'est un terme qui est employé par Max Weber dans Économie et Société pour rendre attentif à une ambiance, l'émotionnalité sportive, musicale, religieuse et tout à l'avenant, donc quelque chose, si vous voulez, dont on est pris, dans lequel l'on est pris, mais que l'on ne maîtrise pas. En bref, je dirais que cette idée du corporéisme, l'écosophie, de la personne, c'est le retour du spirituel. C'est-à-dire la liaison du corps et de l'esprit. On retrouve ça de diverses manières. Le temps passe, je ne peux pas ici donner toutes mes références, mais je vous en donne une. C'est ce qu'on appelle le réalisme du thomisme, de saint Thomas d'Aquin. La formule, il faudrait que vous l'intégriez et que vous l'appreniez presque. Nihil est in intellectu, qui non sit prius in sensu. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Et c'est ce rapport qui existe, on ne fait pas attention à cela, c'est ce rapport qui existe entre le corps et l'esprit qui me paraît être contemporainement la traduction de ce temps des tribus. Un tribalisme émotionnel est quelque chose qui, bien évidemment, va mettre cette espèce de conjonction, on va dire, si on emploie un terme contemporain, quelque chose qui est une conception holistique du monde. Le holos, c'est le tout, en quelque sorte, et que c'est à partir de là, si vous voulez, qu'on peut comprendre l'entièreté de l'être individuel, l'entièreté de l'être collectif. Voilà, donc c'est en ce sens qu'on peut parler de ce glissement de l'ère du jeu à l'ère du nous. En conclusion, et c'est le paradoxe que nous vivons, c'est Goethe qui disait « Chaque civilisation en ce moment naissant est paradoxale ». On voit la conjonction des choses que l'on avait opposées. Le paradoxe, pour moi, je le traduis à un terme un peu sophistiqué, je l'explique, la synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets. Archaïque, arché, c'est ce qui est fondamental. Et le développement technologique, bien sûr, c'est ce qui va être la cyberculture. Pour le dire en d'autres termes, les tribus et Internet. Et c'est intéressant de voir en quelque sorte comment autant la technique avait désenchanté le monde, autant la technique actuellement est en train de le réenchanter de diverses manières au travers des réseaux, des forums et des blogs de discussion. Voilà, si vous voulez, le schéma que je propose à votre réflexion. Nous avions deux manières d'interpréter le temps. La flèche du temps progressiste, Hegel, Marx. Encore une fois, cette idée de la société parfaite. À l'opposé de cela, le cercle, par exemple Nietzschean, le retour du même en son identité. Pour ma part, ce que je propose, c'est ni la flèche ni le cercle, mais la spirale. C'est ça l'enracinement dynamique. C'est-à-dire, et c'est là, si vous voulez, où il y a de la tradition, on voit revenir diverses choses, pas exactement au même niveau, et c'est cela qui permet de comprendre l'émergence du corps social. Notre concept habituel auquel on ne prête pas attention, c'est cette idée hegelienne du dépassement, l'Aufhebung. Il est un terme que propose Heidegger et qui résumerait tout ce que je viens de dire, c'est la Verwindung. La Verwindung, c'est on reprend quelque chose, on le tord, et c'est cela qui aboutit à une guérison du corps social. La tribu. On prend la vieille idée de la tribu, ou de la communauté, encore une fois, peu importe, il y a une torsion qui lui est donnée, et c'est ce qui amène une force de guérison. Voilà le schéma que je propose à votre réflexion. Donc, non plus un désenchantement du monde, mais à bien des égards, le vitalisme juvénile en est une expression, un réenchantement du monde. Walter Benjamin, esprit aigu s'il en est, disait « Chaque époque rêve la suivante ». Je rajouterai, il faut accompagner ce rêve pour que cela ne devienne pas un cauchemar.